Salut tout le monde, c'est Gingy pour GingyDR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Quatrième vidéo sur 4 sur de la quadrilogie des PNJ. On va parler d'un sujet subjectif, c'est ces PNJ que l'on a envie de défendre, nos créateurs ou nos MJ. Pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve qu'il est bon de rappeler les évidences, comme d'habitude, mais surtout qu'on a tendance, parfois dans un excès de préservation, mais aussi d'orgueil, de vouloir préserver certains PNJ, mais je pourrais aussi parler de tous les éléments en général. Mais pour les PNJ, c'est beaucoup plus flagrant, donc j'avais envie d'en parler. Les défendre, défendre les PNJ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, pour ma part, je parle surtout par exemple, d'empêcher tout d'abord le personnage de mourir, et je vais devoir l'étendre en complément de la deuxième vidéo. Alors dans la deuxième vidéo, j'ai parlé des personnages importants que l'on ne peut pas faire disparaître aisément comme ça, surtout si dans le livre de base, ces personnages ont pour but d'être préservés par la suite. Il y a des univers de JDR qui ont une espèce de continuité et où justement toucher à certains personnages quasi religieux, quasi mythiques, revient justement à se tirer une balle dans le pied parce que si les scénarios tournent, si les scénarios par exemple, du commerce peuvent tourner autour d'eux par la suite, ben, on se retrouve coincé. Alors ces personnages-là, au moins ça a le mérite d'être dit, ces personnages-là sont très importants pour légitimer la disparition prématurée de personnages importants, en bien comme en mal. Ben, finalement, c'est un truc que l'on peut facilement concevoir, c'est-à-dire bon, le personnage, c'est, imaginons, on est dans un univers, j'appelle ça un univers crépusculaire, mais on va aussi étendre, donc je parle quand je dis un univers crépusculaire, c'est-à-dire sur sa fin, enfin sur sa fin du cycle dans lequel il est inscrit, mais j'ai aussi parlé des univers qui, par exemple, à la manière d'un jeu, enfin, de jeu vidéo comme Skyrim, présente une pseudo-fin du monde et justement un chaos provoqué par justement pas mal d'événements qui n'ont peut-être rien à voir ensemble et qui finit par s'étendre sur toute la planète. Imaginez que vous envoyez la menace. C'est très difficile, ou du moins, à moins que des personnes me donnent des exemples, j'ai rarement vu des univers fictifs créés par des gens à l'heure actuelle capables de raconter un après quelque chose. Mais quand je dis un après, c'est un après précis, un après qui amène à quelque chose. Depuis, je ne vais pas dire depuis des temps immémoriaux, c'est un peu abusé, mais depuis les créations mythologiques humaines, la, la volonté de vouloir créer une pseudo-fin du monde, de point de vue occidental, et qui s'est répandue comme la peste, oui, je me permets au moins d'être subjectif sur cet aspect, s'il vous plaît, a fini par justement étendre cette chose. Oui, tout va se casser la gueule, tout va s'effondrer, et ensuite il y a un nouveau monde où tout va bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout va bien? Et est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que vous pouvez concevoir? Déjà, la perception de l'infini, on a du mal à la percevoir. Et là, il faut concevoir un lendemain meilleur. Si on est attaché à notre point de vue du réel, il est clair que ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout de concevoir ça. Mais même en enlevant ce point de vue réaliste, même dans la fiction, les gens ont du mal à rebondir sur une menace, une catastrophe qui touche le plus grand nombre. Comme j'ai dit, si vous avez des exemples pertinents, moi j'ai hâte de les entendre, voire même de les découvrir. Je parle de ça parce que les personnages importants
surtout si c'est un ennemi, personnage ennemi, ben rebondir sur un ennemi qui est vraiment catastrophique et par exemple, on va dire ça, des personnages viennent à survivre à ce personnage-là et en plus à le vaincre, en prenant en compte les mécaniques de jeu de rôle, c'est-à-dire les réussites et les échecs critiques. Par exemple, oh là là, j'ai fait un échec critique. Mais du coup, ben, l'échec critique, ça a quand même sauvé la mise d'un des personnages qui, lui, a pu renverser la vapeur. Et du coup, ça va raconter la déchéance d'un personnage important. Et du coup, la menace sera enrayée. Mais qu'est-ce que vous allez, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de raconter quelque chose au-delà de ça? Rien n'est moins sûr. Je n'ai pas la prétention de dire que j'en suis capable. En ce qui me concerne, est-ce qu'il y a eu dans des fictions que j'ai créées, surtout dans le milieu du JDR, une menace qui est de très très grande ampleur qui a été vaincue? Mais curieusement, oui. Mais elle a été vaincue par une combinaison de facteurs. Ça aurait été bien que j'ai mes joueurs sous la main pour qu'on discute de ça. Mais je leur demanderai d'ailleurs leur avis là-dessus, peut-être dans une vidéo ultérieure. Est-ce que j'ai réussi à bien rebondir là-dessus? Je peux clairement dire que ouais, c'est vrai qu'il s'est passé des tas de choses ensuite, tout aussi grandioses, mais cette vision d'un monde face à une catastrophe euh, se révèle être quelque chose de difficile à surmonter. C'est pour ça que je voulais donner au moins cet exemple. Les personnages importants, c'est facile de concevoir pourquoi ils ne doivent pas mourir ou il ne doit pas leur arriver certaines choses. Mais si ça leur arrive, quelles sont les conséquences? Avez-vous envisagé seulement les conséquences de ce qui arriverait? Voilà. C'est très difficile. Ensuite, on va parler des personnages un peu moins importants, c'est-à-dire souvent le personnage charismatique. Vous le connaissez, vous qui créez des personnages, le personnage charismatique. Charismatique souvent selon vous, pas selon les joueurs. Où justement il a une prestance, une présence qui est souvent mystifiée juste par votre narration, mais qui finalement, ben, il meurt sur une réussite critique de l'adversaire et un échec critique de sa part. Alors moi j'ai observé pas mal de choses dans la fiction, puisque pour s'aider un petit peu à comprendre la nature de personnages qu'on veut préserver, je vais me baser sur tous les supports que je connais. Dans le jeu vidéo, je joue souvent, c'est un jeu que je joue beaucoup, c'est la série des Gundam Generation. C'est en fait toutes les chronologies de Gundam sont réunies dans un seul RPG tactique au tour par tour. Les personnages qui sont censés être importants, quand ils perdent, il leur arrive un phénomène assez particulier. La plupart du temps, c'est subitement, ben, il a un sursaut et il gagne une deuxième barre de vie. La plupart du temps, il fuit ou il est détruit si c'est un personnage qui est secondaire ou tertiaire et c'est un personnage qu'il fallait recruter. Je veux mettre en avant le côté personnage charismatique selon vous, certes, mais regardons les possibilités que nous avons. Est-ce que ça serait cohérent qu'un personnage survive à une action qui est millimétrée, qui est gérée vraiment au poil de cul, il y a certains, par un personnage, et qu'il se rend compte que ça n'a pas fonctionné. Le personnage s'est révélé négatif, c'est-à-dire mauvais. Vraiment, c'est un méchant de chez méchant. Je prends l'exemple du méchant, je parle du gentil après. Et finalement, il a fait l'attaque la plus létale qu'il ait pu créer. Et vous avez comme idée de préserver ce personnage-là. Je ne veux pas qu'il meure. Alors, je vous explique un truc. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup dit sur ma chaîne, mais le ta gueule c'est magique, ça ne fonctionne pas. C'est le plus gros mensonge de l'histoire du JDR.
C'est vrai qu'il y a Gary Gygax qui disait que les dés servent à faire du bruit derrière le paravent. Ça, moi j'appelle ça un petit peu, comment ça s'appelle? Moi j'appelle ça la maxime du dirigiste. Désolé d'avoir pris tant de temps pour ça. Pour moi, c'est la maxime du dirigiste. Quand tu as envie de raconter une histoire dans le JDR, il est bon parfois d'accepter, en fonction des actions des joueurs, les conséquences. Une action amène une réaction peut mener à un ensemble d'actions qui se surviennent, mais qui arrivent tôt ou tard à son climax et donc à sa conclusion. C'est valable pour, je dirais, n'importe quel univers. Je crois que ça s'appelle la cause à effet. Vous dites à un joueur, non mais tu sais, il a pu être sauvé par des personnages, et lui il connaît ses stats, il le regarde, il voit, il y a ignorant au mur, il y a compétence niveau max, il y a force niveau max, il s'est placé à un angle pas possible, il a fait un jet localisé, il a visé la partie la plus mortelle. Vous lui dites, non, c'est pas passé. Je, à moins que le joueur soit hyper timide, je ne connais pas un joueur en tout cas. Je vais parler de ma table. Même la personne qui était la plus débutante de chez des débutants, je connais aucune personne qui aurait été capable d'accepter ça. Mais c'est valable pour l'inverse. Et quand je dis l'inverse, c'est les personnages charismatiques positifs qui font une action où vous avez fait un jet qui est ouvert, et qui finalement a fait un jet de merde, mais qui réussit à vaincre un ennemi. Ça s'appelle un ennemi en sucre. Je pense que vous connaissez un petit peu ce principe si vous êtes déjà tombé sur certains joueurs qui sont dirigistes. Ils vous présentent un ennemi. L'ennemi a l'air balèze, cool, mais c'est de la surface, c'est du superficiel. Puis vient un personnage que vous avez envie de mettre en exergue, ou mettre en avant justement que les personnages joueurs sont forts. Et du coup, ce personnage-là, à cause de l'attaque la plus nulle, statistiquement parlant, il ne devrait pas se faire one-shot, et pourtant c'est le cas. Vous prenez tout ce que j'ai dit avant sur le ta gueule c'est magique, et le fait que ça soit acceptable, ça va. Mais il y a un autre truc qui fait aussi, qui peut nuire à la partie selon moi, c'est la partie où le personnage que vous avez est charismatique, mais son but, son exposition, l'exposition que vous pouvez lui mettre, c'est que c'est pas nécessairement un personnage qui est balèze, ou voilà, on parle souvent de moi, je pense souvent de JDR d'action, donc on s'entend, mais c'est un personnage qui a une implication dans le monde et qui a une utilité, et qui est même important aux yeux de certaines personnes. Et que, quoi qu'il se passe, comme j'ai dit, on va traiter les deux, traiter les deux inverses. Là, l'inverse, c'est dans le cas où le personnage que vous voulez mettre en avant, c'est un personnage qui est cool. Vous voulez faire en sorte qu'il soit cool, donc vous mettez un ennemi en sucre. Mais imaginez seulement que vous avez vraiment envie que le personnage meure, que le PNJ meure. Vous vous dites, je l'ai créé, même s'il a des qualités, je ne l'aime pas, je veux qu'il crève. Et que les personnages joueurs veulent tout faire pour le protéger parce que eux ils l'apprécient, ben la même chose est à dire, c'est irrecevable. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas dit sur. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit, donc allons directement à l'essentiel. La vie des personnages, la vie que les personnages joueurs, que les joueurs ont d'une personne, d'un personnage, d'un joueur, c'est peut-être plus important que ce que vous pensez qu'il soit. Je vais vous parler d'un personnage que j'ai créé dans mon univers qui s'appelle Combo. Combo, chez nous. C'est un personnage que j'avais créé à la base pour représenter une race qui est, on va dire, inédite dans mon univers. Mais c'est une race que j'avais vraiment voulu mettre en avant parce que mon univers existe depuis un moment. C'est l'adaptation JDR qui est assez récente, enfin 6 ans, presque 7 ans.
Ça commence à s'en faire beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je vais présenter ce personnage-là. Mais je veux pas seulement faire un personnage comme ça, un personnage important. Je veux qu'il soit cool, mais vraiment cool. Pas le cool en surface et puis en profondeur, c'est de la mousse. C'est le personnage, c'est vraiment l'outsider. L'outsider dans la définition dont je parlais avant dans la vidéo précédente. C'est celle où il approche les personnages joueurs. Il peut très bien dire ce qu'il veut, c'est-à-dire, ouais, je décide de ne pas vous répondre, vous trouvez vous répondre, ça va. Il décide de partir en mission, on lui dit tu vas seul, il dit oui, ouais, mais combien d'adversaires tu dois affronter? 150. Ah, et tu crois que tu vas y arriver? J'ai l'habitude. Mais j'ai l'habitude, la présentation du personnage, et j'ai pas juste voulu montrer que ce personnage-là est cool et il est surpuissant. Je l'ai pas montré en mettant des ennemis en sucre. Les joueurs l'ont accompagné. Et des fois même l'inverse est arrivé. Il a accompagné les joueurs. Et le joueur peut observer de lui-même les stats. Je suis transparent dans mon traitement. Je dis les stats, je fais le calcul à voix haute, ils comprennent. Et quand ils voient les stats ou quand ils voient la précision, ils se disent waouh, je pense que je pense qu'aucun joueur, même encore maintenant, peut prétendre euh, faire comme les PNJ. Pas genre que c'est pas possible, mais ils ne se voient pas faire comme les PNJ dans leur façon d'agir. Et c'est aussi là la nuance qu'on fait quand on crée un personnage. Il a peut-être choisi sa voix, sa aspect, ses tons, sa classe, tout ça. Mais il y a une façon, il y a une approche à faire. Il y en a jamais qu'une seule. Il y en a plein. Et à ce moment-là, il est arrivé un truc, c'est que ce personnage-là, je l'ai juste fait pour. C'est un personnage, tu le croises, il est dans le coin, il est dans le guichet de guilde, il est dans le coin, mais il a sa vie. Il existe sans les autres, et les autres le savent. Et comme ils ont vu comme ils appréciaient ce personnage-là, il était beaucoup plus mis en avant que moi j'avais prévu. Et il y a même, puisque c'est un univers un petit peu en avance sur notre époque, donc dans le futur, euh, il y a même le fameux passage que presque tous les joueurs qui sont restés ont connu, c'est le El Famoso, je vais appeler Combo. C'est ça, il y a un téléphone, et il l'appelle, et en fait, il arrive comme l'homme masqué dans Sailor Moon, il arrive, ah là là, ah, ah, les gars, je vais vous aider. Et il pensait vraiment que c'était comme ça. Et c'est pas le seul personnage qui était comme ça. Et le pire, c'est que c'est devenu un running gag. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses que l'on ne peut pas créer, comme l'épique ou bien susciter. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas susciter naturellement. C'est un amas de cette combinaison de choses qui fait que ça arrive. Et ces personnages-là, ils sont complètement priceless. Ils ont pas de prix. euh, au vu de ce que vous avez provoqué de vous-même. Et provoquer de vous-même, ça ne veut rien dire. Ça vaut mieux dire intentionnellement créé. Donc les personnages qui sont importants pour vous, ou qui ne sont pas importants pour vous, peuvent l'être pour les joueurs. Ce qui fait un PNJ aussi, c'est pas la personne qui l'interprète, le rôle que vous lui donnez, ou tout simplement comment il va finir ou comment vous pensez qu'il a fini. Bien sûr, il y a des moments où il faudra peut-être pas scripter, mais il y a peut-être, si quand vous avez envie de raconter quelque chose, de raconter une histoire autour de ce personnage-là, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. D'où le fait que j'ai parlé de la méthode du cône, il y a des choses qui ne peuvent pas changer, que vous avez décidé de laisser sur place. Vous avez placé une encre, elle arrivera ou elle n'arrivera pas. Ça dépendra de ce que vous faites. À ce moment-là, ces personnages-là, vous verrez qu'ils ont une importance pour les joueurs et que finalement ce qu'ils ont envie de raconter ne ressemblera à, à aucune chose que vous pourriez prévoir. Il y a des choses que les MJ créent et qui finalement font très bien leur travail, le minimum syndical, mais les joueurs, c'est cet élément extérieur, d'où le fait que j'ai parlé d'Outsider la dernière fois.
parce que c'est vrai que je parle beaucoup des PNJ, j'adore les PNJ et ça se voit, mais il fallait quand même montrer quand même c'est quoi l'important, qu'est-ce que les PJ peuvent apporter. Les PJ et vos joueurs par extension, ils apportent ça, ils apportent cet élément qui sublime. Je vais faire une métaphore qui fonctionne. Imaginez votre PNJ le plus cool ou le moins cool. C'est soit du charbon qui se prend pour du diamant, soit c'est du diamant qui se prend pour du charbon, mais qu'il est déjà serti dans un anneau d'or. Voilà. J'avais envie de parler de ça. Mais il y a quand même une dernière partie. Évidemment, moi, j'aurais aimé conclure sur ça, franchement. Mais non, il y a la dernière partie. La dernière partie, si vous jouez beaucoup au jeu de rôle et que vous avez envie de parler de thèmes ou vraiment créer des interactions, vous savez que ça allait arriver. Le El Famoso Love Interest. Alors, j'ai des joueurs qui, malgré une certaine ouverture d'esprit, sont quand même très timides. Donc, insérer un Love Interest dans l'histoire était très difficile. En fait, j'ai même dû l'annoncer. Ils ne s'en souviennent peut-être même pas tellement j'ai fait ça subitement, mais je l'ai annoncé à l'avance. J'ai dit, les gars, il y a des personnages, mais vous savez, ils peuvent être votre Love Interest. Je crois que c'est à peu près comme ça que je l'ai dit en plus. Et du coup, après, bah, finalement, ils ont décidé de s'intéresser. Et ça me fait penser à une chose. La plupart du temps, quand vous avez des joueurs masculins, désolé, je vais effleurer les personnages masculins. Ceux qui se sentiront visés, je ne m'excuserai pas. Ceux qui ne se sentent pas visés, vous allez comprendre très facilement. Le moment où vous créez un personnage féminin ou un personnage masculin, un love interest dans le sens le plus large, c'est vrai que j'ai parlé des hommes, mais peut-être qu'il y a des femmes dans le milieu rôliste qui agissent comme ça. J'ai eu des personnages, j'ai eu des joueurs, j'ai eu des joueuses à ma table, et c'est pas arrivé. Il y a même un exemple où ça a bien fini. Et pourtant, vous savez que ça arrive, c'est que vous faites un personnage il n'y a pas longtemps qui tisse des liens et qui, un petit peu à la manière, moi personnellement, comme j'ai été beaucoup en contact au cours de mes formations, de mes études avec des filles, je sais à peu près comment elles agissent. C'est pour ça que même si bon, mon acting n'est pas un acting féminin, vous ne me verrez pas soudainement faire le droit des femmes. Vous voyez, j'ai voulu le faire, je me suis bloqué tout de suite. On n'en est pas encore là, du coup, voilà. Mais je sais comment ils réagissent. Et vous allez pas me croire, mais un joueur a cru, et d'ailleurs c'était pendant les playtests, il y a un joueur qui a cru qu'il suffisait juste de dire je t'aime, coucher avec elle, et après c'est fini. Il risquerait pas d'avoir de problème ensuite. Et la conclusion, je lui ai dit, comment dire ça, tu as 13 parties pour pouvoir conclure le truc. À la première péripétie où le couple a été ébranlé, il a abandonné. Troisième partie sur 13. Ou encore sur 14, parce que 14, ça serait la résolution. Et j'avais envie de parler de ça. Quand on crée des personnages de différentes natures dans le jeu de rôle, en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça fonctionne comme ça. Je ne fais pas de personnage monolithique où je ne considère pas les femmes en général comme un sextoy. Ou les gens comme un objet, ou bon, je pense que vous avez compris. Attention, je ne fais pas un discours féministe, quoique si, quand vous regardez bien, c'est un discours féministe, mais je vais l'assumer. Il faut comprendre, vous joueurs qui avez envie de Love Interest, ah ouais, mais j'ai envie que ce personnage-là, que j'ai vu la dernière fois, c'est l'elfette druide, ouais, mais je veux sortir avec elle, je sais pas comment faire, ah, je fais le gros beau, ou bien, ah, j'essaie de faire dans le feutré, on connaît tous ce personnage qui veut faire dans le feutré, oh là là, elle va mal. Ah, je sacrifie mon tour pour faire un jet de vitesse, pour faire le double de la distance qui m'est autorisée par tour, juste pour intercepter un coup de bouclier qu'elle aurait pu aisément esquiver. On connaît tout ça. Euh, voilà, j'avais envie de parler de ça. Je vais
d'habitude, j'essaie de donner un discours consensuel pour dire c'est pas la faute de tout le monde, ou il n'y a pas de personne à blâmer, ou encore, ben, vous voyez la chose comme ça. Mais là, je suis désolé, hein, les gens qui voient, qui essaient d'interpréter. Et je parle des PNJ parce que je suis gentil. Parce que quand vous avez une joueuse à la table, la plupart d'entre vous, vous vous sentez plus pissé. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Hein, il y a des tas de forums, de groupes, de communautés, tout ça qui expliquent hein, ces fameuses petites péripéties. Oh les gars, vous déconnez. Ben, à ce moment-là, si vous êtes au MJ et que vous vous dites, j'ai un personnage qui aurait pu être love interest, un personnage féminin fort, et que les autres ils veulent faire, ils veulent que, si elle n'est pas importante en tout cas, ils veulent avoir une relation avec ce personnage-là, pas au début nécessairement sexuel, mais au moins amoureuse ou bien qu'il y a un début de romance, vous y êtes farouchement opposé. Mais d'accord, je ne vous en veux pas et je dirais même vous avez raison. C'est la partie qui est un petit peu moralisatrice. Moi, je n'ai pas si de ce fait moralisateur, je mets en avant un problème sans être moralisateur. Mais là, je vais quand même me mettre en mode moralisateur au moins à certains moments, et ce moment est venu. Je suis désolé, mais il faut le dire, les femmes sont souvent traitées, quand je dis maltraitées, en tout cas, quand je dis maltraitées, c'est pas maltraité du genre lapidation, c'est genre dans l'interprétation. Et ça, c'est normal. Un homme ne peut pas être dans la tête d'une femme nécessairement. Il ne peut en avoir que des idées. Et finalement, cette émulation de femmes est souvent plus insultante qu'autre chose. Mais j'ai envie de dire, vous avez un avantage, ou plus ou moins, oui, vous avez un avantage par rapport aux joueurs, eux, qui sont des beaufs, c'est que vous avez le mérite d'essayer. Et c'est bien, ne lâchez rien. Renseignez-vous, regardez des vidéos, regardez le nombre de vidéos sur le net il y a des personnes, des femmes qui parlent un petit peu de ce qu'ils attendent d'un homme ou comment il se comporte ou qu'est-ce qui va pas. Au début, bon, ce genre de conversation-là, vous pouvez l'avoir avec une femme et que vous pouvez trouver ça chiant, mais pourtant c'est en les écoutant que vous allez finir par comprendre deux, trois choses. Moi, ce que je faisais, c'est tendre l'oreille et c'est tout. Ah bah, du coup, que ce soit dans l'illustration, dans l'imagerie, hein, figurative ou non, des femmes, ou même dans le milieu rôliste, je pense que c'est un sujet qui revient tout le temps sous les sujets, sous les communautés de rôlistes, c'est le sexisme dans le milieu geek ou dans le milieu du JDR. Il y en a même qui finalement vous disent le sexisme dans le milieu du jeu de rôle est encore pire que dans les autres milieux, c'est-à-dire le jeu de rôle, et etc. etc. Et souvent les personnes qui disent ça, j'écoute un petit peu ce qu'ils ont à dire, ou plutôt ce qu'ils ont écrit, et je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ne disent pas, ils ne disent jamais ça comme une parole en l'air. Et le pire, c'est que ces gens-là, enfin pas le pire, mais en tout cas, les femmes rôlistes qui pourraient témoigner de ça, elles le font pas trop. Peut-être parce elles sont dégoûtées, elles ont abandonné, ou peut-être parce qu'elles essaient de faire changer les choses à leur niveau et elles font en sorte de ne pas trop en parler ou pour ne pas avoir l'impression de se plaindre. Et du coup, c'est les hommes qui en parlent, des hommes qui ont vraiment envie de voir plus de femmes dans le milieu rôliste. Ça a commencé depuis très longtemps, il y en avait, c'était marginal, là il commence à y en avoir beaucoup plus. Je suis très content de ça, c'est pas genre je suis très content, voilà, hein, vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est vraiment, c'est bien qu'il y ait plus de femmes parce qu'il y a de la mixité, parce qu'un point de vue féminin est différent d'un point de vue masculin. Bon, identité de genre, patati patata, on s'en fout. Mais on a un point de vue neuf, on a une vision neuve, on a une façon d'interagir qui est différente. Et quand on commence à agir de façon différente à la table, on se rend compte que ça finit par nous toucher en dehors. Ce qui montre que le JDR a quand même des choses à raconter. Ben, finalement, le sexisme n'a pas complètement disparu dans le milieu du. Non, quand je dis n'a pas complètement disparu, il n'a pas disparu ou il n'a pas disparu de manière significative dans le milieu du jeu de rôle. Donc, si jamais vous créez un personnage que vous vous dites, vous vous tenez farouchement, que ce soit un personnage féminin ou un personnage masculin et que vous vous dites, j'ai pas envie de lancer, j'ai pas envie de faire un personnage euh, qui peut avoir une romance avec les personnages,
par peur que ça devienne un truc superficiel et que ça aille mal et qu'en plus de ça, les joueurs vont en contact avec, ben, j'ai envie de dire qu'on interprète le jeu de rôle. euh, on ne veut pas trop traiter de thèmes sérieux ou de choses qui peuvent partir en live, ou, voilà, qui m'emmènent dans le côté feuilleton de la force, hein, comme on pourrait dire, et que vous avez juste envie de passer un bon moment, et que vous vous dites, mes joueurs ne sont pas assez matures, et ils veulent que de la baise pour de la baise, mais ils veulent pas un personnage générique, ils veulent un personnage à disposition qui existe, qui a l'air d'être important, pour que ce soit à écran. Vous avez raison de ne pas vouloir mettre de love interest pour vos joueurs. Et les joueurs, il faut que vous compreniez bien. Là, j'ai parlé de choses importantes, j'ai parlé des femmes, j'ai parlé du traitement des femmes, j'ai parlé aussi des interactions et des interactions négatives, c'est-à-dire il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de voir dans le JDR parce que des fois ça fait écho à la réalité et que, bon, je parle même pas de la désimmersion, ça on s'en fout, mais vraiment que par exemple c'est un truc qui vous a touché ou qui a touché un de vos joueurs, une situation et que finalement ben, vous n'avez pas trop envie d'en parler parce que c'est un JDR et que finalement le JDR c'est pas censé être la vie, certains le font pour évacuer mais ils veulent pas trop que ça ressemble au réel. Ben, vous voyez, c'est tous ces ensemble de cas qui peut-être a germé dans la tête de vos MJ mais qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Ben là, non seulement je dis oui, vous avez peut-être mis le doigt dessus, félicitations, c'est bien, et je dis pas ça de manière sarcastique, c'est vraiment, il faut que les gens s'en rendent compte. Il y a une différence entre la réalité et la fiction. Il y a des gens qui disent aussi, oui, mais il faut, moi, quand je joue à un jeu, que ce soit un jeu vidéo ou jeu de rôle, je veux oublier la réalité. Personnellement, moi, la définition d'oublier la réalité, je l'entends, mais je ne la comprends pas. C'est-à-dire, pour moi, il y a la réalité, elle est ce qu'elle est, mais je ne joue pas au jeu de rôle dans le but de vivre notre monde, non, moi je veux surtout raconter des histoires et interpréter des choses que je ne peux pas faire dans la vraie vie aussi, mais c'est pas genre je me transpose dans un autre monde, ou être littéralement quelqu'un d'autre. Non, j'ai pas la vocation à ça. Donc c'est toutes ces choses qui finalement fait que le jeu de rôle, euh, on n'a pas envie vous n'a pas envie de mettre des love interest pour vous. C'est une forme de défense. Ou bien vous avez un personnage intéressant, un personnage qui est très très bon et très bien traité, mais que vous voyez que les joueurs, bon, ça a l'air un peu tiédasse et que quand vous lui dites qu'il faudra qu'il traite ça là, un peu mieux, il est surpris parce qu'il se dit, ouais, mais attends, en fait, je pense, je vais conclure avec ça. Je pense vraiment que les gens qui finalement demandent une romance dans le jeu de rôle ou qui peuvent en avoir, ils croient que c'est les Sims. Mais genre pas le bon Sims, hein. Les Sims 3. Bon, les fans des Sims, je vais expliquer peut-être un jour pourquoi je trouve que les Sims 3 c'est le moins beau des 4. Mais bon, c'est comme les Sims 3. Les Sims 3, la barre relationnelle, elle va de 1 de 100 à moins 100, vous commencez à 0 avec un personnage, mais une fois arrivé à 100, il faut vraiment, mais alors vraiment faire des efforts monstrueux pour que ça redescende dans le négatif. Ça reste bloqué la plupart du temps à 100. Ou au pire, ça stagne entre 90 et 100 si vous ne faites pas interagir vos personnages. Et il suffit juste qu'ils parlent pour que ça remonte à 100. Je pense qu'il y a des joueurs qui pensent vraiment comme ça. Ah mon dieu, mais je lui ai parlé, mais j'ai baisé avec elle hier, ça lui suffit pas? C'est tellement beau, et pourtant je suis sûr que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. Ben non, ça suffit pas. Voilà. Moi j'ai envie de dire. Alors, je vais me permettre de conclure sur une blague, et ça sera peut-être ma conclusion sur la quadrilogie des PNJ, j'en ai rien à foutre. Mais je vais conclure sur ça, sur cette conclusion. Les joueurs, les personnages, vous joueurs et tout le monde en fait, les personnages non joueurs sont les autochtones de leur propre monde, je l'ai dit maintes et maintes fois. Vous avez des personnages qui font vivre le monde, que ce soit des créatures, des humanoïdes, ils ont plusieurs fonctions, on l'a vu, et qu'ils ont une posture par rapport à vous qui est complémentaire.
Mais par contre, ceux qui pensent qu'il suffit juste, oui, de faire un bisou ou juste de baiser avec quelqu'un et que ça règle tous les problèmes, donc si ça suffisait juste de satisfaire sexuellement quelqu'un, désolé de vous dire ça, hein, mais un dildo, ça n'a pas de vigueur, ça a une durabilité. Vous avez juste de la vigueur. Devons-nous nous questionner sur votre niveau de vigueur en matière sexuelle, que ce soit dans un JDR ou dans la vraie vie? On conclut avec ça. Il y aura peut-être, je pense qu'il y aura un bonus concernant la quadrilogie des PNJ qui va parler des personnages qui ont intéressé mes joueurs, qui m'ont intéressé moi, que j'ai adoré créer. Je vous ai parlé de combo, donc je suis un petit peu fier parce que c'est vraiment un de mes gamins. Voilà. Euh, et du coup, j'espère que ça vous a plu, cette quadrilogie. Je pense que je vais faire des vidéos un peu plus thématiques dans l'avenir. Et surtout, on va peut-être, après le bonus, discuter de ce qui s'est passé pendant les 1 an de la chaîne, ce qui est Arpivore et ma nouvelle démarche concernant les thèmes de jeux de rôle. C'était Jinji pour Jinji DR. Je vous dis à la prochaine fois. Bye.